Bonjour. Alors, il y a une idée qui est assez peu intuitive, qui est assez bouleversante, c'est qu'une seule espèce, en l'occurrence la nôtre, l'espèce humaine, ait eu assez d'impact sur la nature, sur son environnement, pour bouleverser complètement les équilibres de la Terre en un temps extrêmement court à l'échelle des temps géologiques. C'est une idée qui est assez peu intuitive et donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous faire admettre qu'on ait eu autant de pouvoir et que notre espèce ait pu. Qu'est-ce qui lui a donné cette faculté assez phénoménale d'adaptation et de modification de son environnement. Donc le but de cette petite présentation, c'est de comprendre que cette, ce pouvoir vient d'une extrême adaptabilité de l'être humain et que cette adaptabilité elle-même vient de la faculté de langage, qui est le socle de l'évolution culturelle. Donc je vais brièvement vous dire quelles sont les conditions d'évolution qui ont favorisé l'émergence de cette faculté. Donc en un temps très court à l'échelle de l'évolution, il y a eu un gros coup d'accélérateur, il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et ce coup d'accélérateur, c'est l'évolution culturelle, et ça a été un facteur d'accélération considérable du changement naturel et du rythme naturel auquel les espèces s'adaptent à leur environnement. Alors, le point central, c'est la faculté de langage. Donc, qu'est-ce que le langage? Chaque langue particulière est unique, hein, mais la manière dont le nom qu'on donne à cette faculté de tous les humains de pouvoir s'exprimer, c'est la faculté de langage. Donc, elle est propre à l'homme et elle est universelle chez tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rencontré de communauté humaine quand les explorateurs ont visité tous les coins de la Terre, et on n'a jamais rencontré de communauté humaine sans langage. Et il n'y a pas non plus d'être humain qui existe sans langage, sauf cas particulier d'êtres humains qui ont été privés de la présence de leurs congénères à la naissance et qui ont survécu, ce qui est rarissime. On cite deux, trois cas dans l'histoire. Et dans ce cas-là, effectivement, la question se pose, est-ce que c'est un être humain parfaitement euh, plein au sens habituel qu'on donne à ce terme? Normalement, un être humain est un être social, il ne survit pas tout seul, c'est pas un ours. Et, euh, et tous les êtres humains vivent en communauté, et toutes les communautés ont une faculté ont une langue, ont quelque chose qui leur permet de communiquer entre eux de manière très très générique, y compris les gens y compris les sourds, hein, qui ont la langue des signes est une langue pas tout à fait structurée comme les autres, mais qui permet, comme les autres langues, comme les langues orales, de parler de tout et de s'exprimer de manière très générale. Et réciproquement, donc tous les êtres humains ont une langue, mais il n'y a pas non plus d'autres créatures que l'espèce humaine qui possèdent la faculté de langage. Donc, alors, il y a des modes de communication animale, hein, dont certains assez élaborés, mais j'y reviendrai. Il n'y a pas ce qu'on appelle la faculté de langage chez l'homme qui permet de parler de tout à n'importe quel moment et dans n'importe quel ordre. Donc, en résumé, hein, seuls les humains euh, communiquent par l'intermédiaire du langage et tous les humains communiquent par le langage. Alors, le langage, c'est un phénomène culturel. Ça veut dire quoi un phénomène culturel? C'est un système collectif de règles de comportement établi par une évolution culturelle. Donc, c'est pas quelque chose qu'une personne a inventé toute seule, hein, dont elle a défini un beau jour les règles du jeu. C'est pas quelque chose qui est imposé par la nature, c'est un phénomène du troisième ordre, comme dit le linguiste allemand Karl Bühler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose par une interaction dans un système de fonctionnement collectif. Et une fois que cette interaction a créé il n'y a personne tout seul un jour qui a décidé, tiens, je vais créer la grammaire de la langue française, hein, c'est quelque chose qui s'élabore par évolution de système, et une fois que ce système est là, il peut aussi évoluer dans le temps. Alors, quand je dis que c'est un phénomène culturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est établi par l'interaction de plusieurs personnes. Qu'est-ce que c'est que l'évolution culturelle? Je vais prendre un petit peu d'altitude pour parler pas seulement de la langue, mais pour expliquer ce que je veux dire par phénomène culturel. Donc on pourrait dire que tous les humains, comme je vous ai dit, que tous les humains utilisent un langage. On pourrait dire aussi que tous les humains boivent. Mais il y a une différence entre les deux, c'est que le fait de boire, ça fait partie du bagage génétique de l'espèce. Euh, Tandis que le langage, non, c'est pas quelque chose il n'y a pas de gène, il n'y a pas de,
quelque chose qui a déterminé cette faculté qu'a l'être humain euh, de, euh, de pouvoir raconter des histoires, hein, de pouvoir utiliser une langue, parce que on a des espèces extrêmement proches des nôtres, dont l'évolution ne s'est séparée qu'il y a quelques centaines de millions d'années, qui n'ont pas cette faculté. Donc il y a quelque chose, et il n'y a pas non plus d'organes de la parole. Hein. On parle parfois d'organes de la parole quand on parle des dents ou de la langue ou de la bouche, mais ce n'est pas des choses qui ont été façonnées par l'évolution au fil de l'évolution génétique pour servir à parler. Les dents, elles ont été façonnées pour servir à mordre, les mains pour servir à attraper des objets, pas pour servir à attraper des branches d'arbres, pas pour servir à écrire. Et la langue n'a pas été façonnée par l'évolution pour nous permettre de parler. Hein. C'est des organes qui étaient là au départ, qui servaient à autre chose, et qu'on a utilisé, qu'on a réimpliqué dans cette activité qu'on a, nous, qui consiste à parler, à raconter des histoires. C'est ce qu'on appelle en biologie de l'évolution l'exaptation, c'est-à-dire le fait de récupérer un organe pour le faire servir à autre chose. Hein, de la même manière que les doigts, chez la plupart des mammifères, chez les chauves-souris, les ont mis à profit des, avec des membranes de plus en plus étendues pour voler, mais on ne peut pas dire que c'est un organe qui a été façonné par l'évolution spécifiquement pour voler. On appelle ça l'exaptation. Alors, qu'est-ce qu'un phénomène culturel? C'est quelque chose qui passe par un phénomène de transmission. C'est-à-dire que si vous savez danser en rond, c'est parce que quelqu'un vous l'a appris. De la même manière, si vous savez parler français, c'est parce que quelqu'un vous l'a appris. Votre maman, votre papa, vos camarades de classe quand vous étiez petit, peu importe. C'est quelque chose que vous avez appris par transmission. C'est pas quelque chose qui est ancré dans vos gènes parce que l'évolution génétique, biologique nous a façonné comme ça. C'est quelque chose qui se transmet à l'individu par d'autres individus, pour être plus exact, par la société qui l'entoure. Donc le langage, à ce titre, hein, toutes les langues humaines, ça fait partie, comme d'autres choses, hein, c'est pas le seul, comme la poterie, l'habitat ou les techniques de chasse, ça fait partie des phénomènes culturels, c'est-à-dire des comportements de groupe qui sont transmis entre congénères. Voilà, si on construit les huttes d'une certaine manière dans tel pays, c'est quelque chose qu'on fait comme on nous a appris à le faire. Si on chasse de telle manière dans telle tribu, c'est parce qu'on nous a appris à le faire. Voilà. C'est des choses qui se transmettent d'individu à individu, enfin de groupe à individu, et qui passent, j'allais dire de génération en génération. C'est pas une génération dans le même sens que l'évolution darwinienne, hein, ça passe d'individu à individu et c'est transmis aux autres. Donc, quel est en quoi c'est très particulier ce phénomène de transmission qui existe chez les humains, qui existe chez quelques autres animaux, mais qui s'est développé à un point particulièrement important chez les humains. Pour prendre encore un peu d'altitude, je peux situer ça dans un continuum de manière dont la vie, d'une manière très générale, peut s'adapter à un environnement changeant. Il y a plusieurs échelons et je pourrais distinguer 3 formes d'adaptation, hein, suivant les différentes échelles. Il y a un premier échelon qui est l'évolution génétique, hein, dont vous avez entendu parler dans vos cours de biologie ou dans des émissions scientifiques ou quoi que ce soit. Hein. Donc ça joue à l'échelon de l'espèce. C'est la manière dont, vous avez tous entendu parler de Darwin, de Mendel, hein, la manière dont les espèces petit à petit s'adaptent à un environnement changeant au fil des générations. À l'échelon de l'individu, à l'échelon de l'individu, il y a ce qu'on peut appeler l'apprentissage. C'est-à-dire si vous êtes tout seul dans la forêt, que vous mangez un fruit rouge parce qu'il a l'air appétissant et que le lendemain vous avez très très mal au ventre, vous ferez une association et vous direz je mange plus de ce petit fruit rouge là parce que ça fait mal au ventre. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Et puis il y a quelque chose qui est entre les deux, c'est l'évolution culturelle. C'est-à-dire vous savez qu'il faut préparer le manioc de telle manière. Vous ne le savez pas parce que vous avez essayé d'en manger d'abord sans le préparer et que vous avez eu très mal au ventre. Vous le savez parce que votre maman et votre grand-mère vous ont appris qu'il fallait le faire comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, c'est pas de l'évolution génétique, hein, c'est des habitudes qui se transmettent de groupe à individu. Et c'est ce qu'on appelle la culture. Hein, c'est l'évolution culturelle. Donc, vous voyez que
les modes d'adaptation et les temporalités de ces trois échelons d'adaptation sont très différents, hein. Si on parle de l'évolution génétique, ça joue à l'échelle de l'espèce. C'est-à-dire que pour développer une espèce d'ours qui sont particulièrement bien adaptés à la vie dans le froid, dans les régions polaires, ben, il faut qu'il y ait des générations et des générations d'individus qui s'essayent à aller dans des régions de plus en plus froides et que seuls ceux qui ont le plus de graisse sous la peau et le pelage le plus épais survivent et qu'à la fin, ça sélectionne euh, toute une lignée d'individus qui ont beaucoup de graisse sous la peau et beaucoup de poils et qui résistent bien au froid. Donc ça, c'est des choses en termes d'échelle de temps qui fonctionnent sur des centaines de générations, hein. Évidemment, ça dépend de l'espèce, la durée des générations et la rapidité d'évolution, mais c'est des choses qui fonctionnent sur un temps très long, hein. Et puis le mécanisme, il est bien connu depuis, d'une part, Darwin qui a posé le principe de l'adaptation, et puis Mendel qui a compris un peu la mécanique intérieure qui était derrière, c'est-à-dire celle des gènes, hein. Ça fonctionne par mutation et recombinaison de génotypes, hein. Mutation chez les espèces qui n'ont pas la reproduction sexuée, donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut attendre que le hasard change les génomes, et recombinaison de génotypes chez les espèces qui ont découvert, chez lesquelles s'est développée une reproduction sexuée, qui a aussi été un assez formidable accélérateur d'évolution, mais d'évolution génétique, hein. Et avec par-dessus cette diversité, cette assiette de diversité qui permet à l'évolution, à la sélection naturelle de faire son choix, ben, la sélection naturelle opère en ne gardant que les individus les lignées les plus adaptés à un certain milieu, et c'est ça qui, petit à petit, mais au bout d'une très grande échelle de temps, hein, permet à des lignées d'individus qui sont devenus des espèces différentes et qui descendent peut-être à l'origine d'un ancêtre commun, certains d'être adaptés à la vie polaire et d'autres d'être adaptés à la vie tropicale, certains d'être adaptés à la vie terrestre et d'autres à la vie marine, hein. Donc le degré d'adaptation est énorme, mais la flexibilité est faible. Alors, à l'autre bout de l'échelle, hein, l'apprentissage, c'est l'échelon concerné, c'est l'individu, c'est vous, le grand singe intelligent qui, un jour, faites l'essai de manger une petite baie rouge, et puis, bah, si ça marche pas, vous mourrez, et si ça marche, bah, enfin, selon votre expérience, vous savez qu'il faut manger tel fruit et pas manger tel autre. Donc l'échelle de temps, c'est juste dans la durée de vie d'un organisme, qui elle aussi dépend de l'espèce. Le mécanisme, bon, bah, il y a différents types d'adaptation de l'individu à son environnement, hein. D'une manière générale, c'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Ça permet à certains oiseaux de pondre à telle ou telle saison selon l'évolution de la température. Ça permet à certains protozoaires de faire évoluer la composition chimique de leurs cellules pour s'adapter à tel ou tel milieu. Mais pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'apprentissage au sens le plus plein du terme qu'on utilise chez l'être humain ou chez les mammifères supérieurs, hein, c'est-à-dire la capacité d'apprendre, euh, c'est de la plasticité synaptique, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de réseaux de neurones naturels, hein, pas artificiels, qui fonctionnent dans notre organisme et qui permettent à notre organisme de garder mémoire de l'association de certains stimuli avec certaines expériences, et donc de nous adapter, hein, de savoir qu'il ne faut pas manger des petits fruits rouges parce que ça donne la diarrhée et que on est malade comme un chien et que certains en sont morts. Donc, quel est le degré d'adaptation possible? Il est limité aux contraintes de l'espèce, hein, puisque ça joue à l'échelle de l'individu, mais la flexibilité est assez grande aussi. Et puis, ben, l'évolution culturelle joue un rôle vraiment, elle occupe un maillon central entre ces deux échelles, puisqu'elle permet à quelque chose qui a été appris par un individu, ou par plusieurs individus, d'être transmis dans le groupe. Donc on n'est plus obligé de refaire l'expérience à chaque fois. Donc l'échelon concerné, c'est toute une communauté d'individus. L'échelle de temps, ben, ça peut se transmettre au sein d'un groupe de pairs, hein, donc presque immédiatement. Ça peut se transmettre ensuite pendant plusieurs générations, hein, si on a l'habitude de s'habiller en pantalon aujourd'hui au XXe siècle en Europe, c'est parce que c'est des habitudes qu'on a acquis par imitation et par transmission culturelle. C'est pas quelque chose qui est propre à l'espèce humaine en général, mais voilà, on continue à le faire par habitude. Euh, donc ça peut durer plusieurs générations. Et le mécanisme, ben, c'est l'acquisition auprès de congénères, par enseignement explicite ou par imitation, d'habitudes qui ont été
plus ou moins éprouvé auparavant. Donc, vous voyez que là, le degré d'adaptation, il est grand. Alors, il est pas, on transforme pas notre corps. Hein, on peut pas se transformer en, en lignée d'individus avec beaucoup de graisse sous la peau et beaucoup de poils si on décide d'un seul coup d'aller vivre dans des régions polaires, puisqu'il s'est limité au domaine du comportement. Mais par contre, vous voyez que ça a permis à l'espèce humaine d'aller effectivement survivre à une époque où les technologies étaient assez limitées, dans des régions où il faisait très froid, en s'habillant de peau de bête. Donc, alors que une espèce qui est faite pour vivre dans des pays chauds, hein, à la base, génétiquement parlant. Donc, le degré d'adaptation possible, il est très grand. Hein, il est très grand. Donc, vous voyez, pour prendre un exemple concret, je prenais tout à l'heure l'exemple de la culture du manioc, la culture du manioc amer, qui est une source vivrière, une source d'alimentation vivrière très importante pour tout le bassin amazonien et les Caraïbes. Donc c'est un truc assez diabolique, le manioc amer, parce que c'est du poison en fait. Si on le mange cru, c'est du poison, on peut en mourir, on peut avoir très très mal. Voilà. Donc si on comptait sur l'évolution génétique, vous voyez, il faudrait que il se développe une sorte d'immunité contre ce poison qui permette à une sous-espèce de l'espèce humaine de petit à petit d'arriver à manger ce machin qui est pas bon. Si on compte sur l'apprentissage individuel, si imaginez qu'on puisse pas se communiquer nos expériences entre êtres humains, il faudrait qu'il y ait un individu de temps en temps qui, à chaque fois que quelqu'un a besoin de manger et trouve pas rien d'autre à manger, il faudrait qu'il essaye de manger du manioc et qu'il découvre de lui-même, après de nombreuses expériences douloureuses, que c'est du poison, que ça fait très mal au ventre, et que, bon, une partie des gens vont en mourir entre-temps, et que finalement, je sais pas par quel comment ça peut venir à la tête de quelqu'un, mais que dans la tête d'un individu, mais que comme ça, pour essayer, on essaye de le faire cuire et de le râper, et on s'aperçoit qu'une fois qu'on l'a fait cuire et sécher et râper, là par contre c'est très bon et ça fournit beaucoup de calories. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui survivraient. Donc ce qui est miraculeux, c'est notre capacité en tant qu'espèce à transmettre des connaissances comme ça, qui fait que voilà, il y a des générations, des dizaines, des centaines de générations de peuples amazoniens et caribéens qui se sont nourris de manioc parce que ils ont appris de leur mère et leur père et leur grand-mère et leur grand-père que ce machin-là, c'est pas bon, mais si on le fait cuire et qu'on le fait sécher et qu'on le râpe, c'est très bon. Vous voyez, ça permet une flexibilité assez impressionnante de l'espèce humaine. C'est ce qui lui a permis de se nourrir de manioc, entre autres, hein, pour reprendre cet exemple, mais d'aller vivre dans des pays très froids, de s'adapter à son environnement en construisant certains types d'habitats, de développer certaines techniques de chasse. Donc c'est quelque chose de très, très impressionnant. Alors, ces phénomènes que je viens de décrire de transmission culturelle n'existent pas que chez l'espèce humaine. Il y a des exemples, alors, chez les grands singes, hein, c'est bien connu. Il y a des exemples même récents de chimpanzés sur une île au large du Japon qui ont découvert, comme ça, par innovation, un individu a découvert l'idée de laver les coquillages à grande eau pour en chasser le sable avant de les consommer. Et puis petit à petit, les autres individus de la communauté l'ont imité. Ça existe même chez des espèces d'oiseaux. On a pu mettre en évidence une transmission culturelle de certains types de chants. Hein. Donc ça existe chez plusieurs espèces assez évoluées, donc essentiellement des mammifères et des oiseaux, qui ont un système neuronal et cérébral assez développé. Mais ils ont pris chez l'espèce humaine une importance très centrale, hein, puisque nous, on n'a pas que l'imitation comme mode de transmission de cette innovation, ces phénomènes culturels. On a aussi le langage qui permet de transmettre tous les autres. Hein. Donc cette capacité à développer une évolution culturelle, ça constitue un accélérateur évolutif complètement délirant. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus limité en tant qu'espèce dans la capacité de s'adapter à son milieu, au lent déterminisme des mutations génétiques qui vont faire que petit à petit, au bout de centaines et de centaines et de centaines de générations, vous allez finir par avoir une peau plus épaisse et plus de poils. Hein, mais vous pouvez voilà, découvrir un jour que on peut s'habiller avec la peau d'un animal qui avait beaucoup de poils pour avoir moins froid, et puis vous expliquer à tous vos copains qu'on peut faire pareil, et d'un seul coup, en
en quelques années, et non pas en plusieurs centaines de générations, vous pouvez aller habiter dans d'autres milieux de vie. Hein. Donc, c'est ce qui, je veux dire, il n'y a pas d'autres espèces aussi étroitement adaptées à la base à une niche écologique qui a conquis toute la planète et qui a pu développer autant de gammes de comportements différents. Hein. Tout comportement une adaptation culturelle et pas naturelle. Hein. N'oubliez pas qu'en termes d'adaptation à notre niche écologique initiale, l'espèce humaine, c'est une espèce frugivore et vaguement un petit peu omnivore, adaptée au climat de l'Afrique du Nord, enfin de l'Afrique de l'Ouest tropicale. Voilà, on n'est pas très fortiche par les capacités inhérentes que nous donne la nature en termes biologiques. Hein. C'est vraiment la capacité biologique qui nous donne ce pouvoir d'adaptation. Alors, le langage occupe une place très centrale là-dedans, puisque c'est ce qui permet de transmettre tout le reste. Hein. Alors, le mode de transmission qui existe chez les chimpanzés ou chez d'autres espèces évoluées, c'est l'imitation. Hein. Mais donc, si vous ne transmettez les choses que par imitation, il y a une gamme de phénomènes culturels qui existent, qui est large, mais qui n'est pas aussi large que si vous avez un outil qui vous permet de parler de tout et de n'importe quoi, comme le sont les langues humaines. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'apparition du langage? En gros, de quand ça date? On a une fourchette qui est relativement large, mais qui en fait est finalement rapportée au temps d'évolution de notre espèce assez restreinte. On se doute que ça doit être quelque part entre 200 000, 150 000 et 50 000 ans. Hein. On s'en doute parce que, évidemment, on n'a pas d'enregistrement des hommes préhistoriques, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a déjà au Paléolithique, hein, on a la preuve archéologique que les humains pratiquaient de la chasse collective et enterraient leurs morts. Donc, il n'y a pas spécialement de raison d'enterrer les morts si on n'a pas des récits, probablement une représentation imaginaire collective je sais pas, de spiritualité, de vie après la mort, etc. Et même pour quelque chose de plus concret, pour la chasse collective, on chasse pas un mammouth tout seul, c'est pas possible. Ni un troupeau de rennes. Et si on est capable de chasser un mammouth, donc de se mettre à plusieurs, ça veut dire qu'il faut s'organiser, il faut avoir une stratégie, il faut dire moi je passe par là, toi tu passes par là, à tel moment on se planque et puis on déboule d'un coup, on fait tomber des grosses caillasses ou on lance des saguets, enfin toutes sortes de choses qu'il est absolument impossible d'imaginer s'il n'y a pas une capacité de communication et d'organisation collective. Hein. Ce qu'on trouve, il y a au paléolithique supérieur, donc il y a 40 000, 35 000 ans, c'est un outillage élaboré, des représentations symboliques, hein, des peintures rupestres comme dans la grotte d'Altamira, voilà. Des traces d'échanges culturels, puisqu'il y a des traces de transmission, de manière de tailler la pierre, qui montrent que ça se transmet d'humain à humain, hein, de culture à culture. Il y a des premiers des traces d'art. Donc ça, c'est absolument inimaginable sans langage. Et puis, au néolithique, donc là, on est tout près de nous. Hein, c'est déjà quasiment notre civilisation avec la Wi-Fi en moins. Hein, les premières villes du Moyen-Orient ou d'Anatolie. On assiste à une densification de la population, à une spécialisation des fonctions sociales. Hein, il y a des gens qui sont guerriers, d'autres qui chassent, d'autres qui cultivent des céréales et d'autres qui, taillent qui forgent le fer pour faire des outils, d'autres qui font des chaussures. Donc toute une organisation sociale qui, évidemment, a besoin du langage pour fonctionner. Et puis, peu de temps après, on trouve des traces de langue écrite qui sont... voilà. Donc probablement, la langue orale, elle est dans cette fourchette de temps extrêmement large, mais peu importe à la limite. Hein. Disons entre 200 000, pour être très très large, entre 200 000 et 50 000 ans, on voit émerger une espèce qui est capable de communiquer de toutes les manières possibles, d'une manière extrêmement flexible, donc qui a un langage, probablement un langage oral. Le langage écrit étant une manifestation plus élaborée qu'on voit apparaître dans les derniers millénaires. Donc, alors, qu'est-ce qu'on sait aussi sur les conditions de possibilité telles qu'il existe chez l'être humain actuellement? La langue orale, qui est la modalité la plus habituelle de communication, elle nécessite des capacités articulatoires,
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que l'organe qui émet les sons soit coincé derrière la langue, hein. Donc ça veut dire un larynx en position basse. Vous voyez, on a le larynx ici à la base du cou, et puis on a l'appareil phonatoire, la langue, les dents, etc., bien plus haut et bien plus dégagé. Ça nécessite effectivement de pouvoir faire tous les mouvements articulatoires qui permettent de créer les sons qu'on utilise pour le langage. Il y en a des milliers possibles, hein. Chaque langue n'en utilise que quelques dizaines, mais il y a plusieurs milliers possibles. Mais grosso modo, ça se résume toujours à émettre des sons et puis hacher le son. Quand il y a un son, quand il y a la bouche ouverte, c'est une voyelle, et quand on freine ou qu'on bloque le passage du son à certains moments, c'est des consonnes. Voilà, donc tout ça, on réutilise des choses qui sont dans notre corps, pas spécialement pour ça au départ, hein, la langue, les dents, le palais. Donc ça, c'est les capacités articulatoires. Et puis ça nécessite des capacités cognitives, c'est-à-dire un cortex cérébral très développé. Donc là, par contre, on sait aussi quelles sont les zones du cerveau qui sont impliquées dans le langage. Et on sait que ça nécessitait une capacité d'apprentissage multipliée. Donc ces conditions de possibilité du langage, on sait qu'elles existent chez l'homme moderne, Homo sapiens, qui est apparu vers il y a 500-400 000 ans en Afrique. Peut-être avant chez d'autres hominités, on est moins sûr parce que les parties molles des squelettes ne se conservent pas, hein, mais en tout cas, ça existe depuis un demi-million d'années. Et puis, alors, qu'est-ce qui par ailleurs a donné cette capacité cognitive? Alors, il y a une base physiologique à cette augmentation des capacités cognitives, c'est l'augmentation du volume du cerveau. Le volume du cerveau, il a augmenté considérablement, et il est passé de 400 cm3 chez les Homo erectus à aujourd'hui 1300 cm3 chez l'Homo sapiens. Donc il y a eu petit à petit une grande augmentation du volume du cerveau, qui a été liée à une augmentation de la capacité crânienne, et qui a booster un peu cette augmentation des capacités, des fonctions cérébrales, hein, du poids relatif du cerveau par rapport au corps, ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation. Parce que évidemment, les éléphants ont un cerveau qui pèse beaucoup plus lourd que le nôtre, mais pas forcément en proportion du poids de leur corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, ce qui fait l'intelligence de l'homme, c'est le cerveau d'une part, et d'autre part, c'est la main. C'est pas encore développé pendant de longues minutes, mais la main, c'est une capacité à agir sur le monde, une courroie de transmission entre le monde et le cerveau, et réciproquement, qui est essentielle dans la constitution de notre schéma du monde et de notre capacité à agir ensemble et à agir sur le monde. Et ces deux facteurs ont évolué en même temps au fil des 2 derniers millions d'années dans la lignée des hominidés pour atteindre leur développement maximal chez l'Homo sapiens, et ont été parallèles avec le développement de la bipédie, c'est-à-dire du fait de marcher sur 2 jambes. Comme vous le savez, c'est pas une habitude majoritaire chez nos cousins les plus proches, les chimpanzés ou les gorilles ou les bonobos. Et la bipédie nécessite d'avoir... Si un chimpanzé essaye de marcher, il n'y arrive pas très bien parce qu'il a les jambes un peu comme ça, hein. Donc la bipédie, ça marche très bien quand on a les cuisses parallèles et les articulations des cuisses à peu près parallèles. Donc ça favorise plutôt des bassins étroits. Et là, il y a eu une double contrainte, en fait, puisque le pelvis, c'est-à-dire l'os du bassin, et l'orifice qui est en bas de l'os du bassin, chez les humains, s'est retrouvé rétréci par rapport à ceux d'autres espèces proches. Et à mesure que la capacité crânienne augmentait, l'enfantement devenait de plus en plus problématique, puisque l'os du pelvis, l'os du bassin d'une femelle de Homo sapiens est beaucoup plus étroit que celui d'une femelle chimpanzé, par exemple. C'est ce qu'on appelait le défi obstétrique. Et donc, une théorie sur l'évolution de l'espèce humaine, c'est que pour résoudre ce problème, il faut bien que le fœtus sorte du corps maternel à un moment où il peut encore sortir.
ça poussé vers, ça a rendu de plus en plus précoce au fil des générations la naissance des bébés humains par rapport à leurs cousins des espèces les plus proches. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, si on compare avec des espèces très voisines, par exemple le chimpanzé, on devrait s'attendre, hein, si on fait une moyenne sur les différentes espèces qui ont 99,8% de leur ADN commun avec le nôtre, on devrait logiquement s'attendre à ce que la durée de gestation d'un embryon humain soit d'environ 18 mois. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le jeune être humain, il n'est pas fini, il naît avec un cerveau qui n'est pas terminé. Donc, en gros, il naît logiquement en cours de grossesse, si on définit la durée de la grossesse comme ce qu'elle devrait être par rapport aux espèces parentes. Hein. Donc, ça veut dire que le bébé humain, il n'est pas fini, et donc il passe les 10 premiers mois de sa vie, hein, une sorte de troisième tiers, de quatrième tiers de grossesse, à terminer sa croissance embryonnaire, donc à un moment où le cerveau est particulièrement plastique et malléable. Et il le fait ex utero, c'est-à-dire dans le monde, en étant environné d'un flux extraordinaire de stimuli sensoriels sur le monde environnant, avec d'autres êtres humains, avec des grands-mères qui font gazou gazou et tout ça. Et donc c'est peut-être ça. Alors c'est pas ça qui explique le volume du cerveau, mais c'est peut-être ça qui explique à quel point pendant la première année de vie, on apprend énormément de choses. Hein. C'est un phénomène qu'on a appelé l'altricialité secondaire. Donc pour passer vite sur ce terme, il y a, dans le monde des mammifères, il y a des espèces qu'on appelle précocielles. Précoce, ça veut dire que le petit, il se débrouille tout seul. Hein. C'est l'exemple type, c'est le cheval, hein, le bébé, le poulain, quand il naît, au bout de 2 heures, il se dresse sur ses pattes et puis en gros, il sait déjà brouter, il sait déjà marcher, il sait faire ce qu'il faut faire. Hein. Et puis il y a des espèces qu'on appelle altricielles, du latin altrix qui veut dire nourrice, c'est-à-dire c'est des rejetons, une progéniture qui a besoin d'une période avec une nourrice. Hein. Et c'est des espèces où l'enfant nouveau-né a encore besoin qu'on s'occupe de lui pour survivre. Alors là, l'exemple type, c'est plutôt le chat, où le bébé chat, quand il naît, il ne sait rien faire du tout. Hein. Il ne peut pas marcher sur ses jambes, il ne peut pas voir, etc. Et nous, l'espèce humaine, ben, on fait partie d'une lignée d'espèces, hein, les grands singes, qui sont plutôt précociels. C'est-à-dire que le bébé chimpanzé, au bout de quelques heures, il sait déjà s'éloigner de sa mère. Mais notre comportement n'est pas du tout le même. En fait, les bébés humains, comme vous l'avez déjà constaté si vous en avez déjà vu de près, c'est un peu comme des bébés chats, ils ne savent rien faire du tout seuls. Donc on appartient à un taxon qui est plutôt précociel de base, mais on se comporte plutôt comme une espèce altricielle. Alors, pour donner un petit tableau, petite photo de famille, hein, l'espèce humaine fait partie d'un ensemble d'espèces qui s'appelle les grands singes. Les plus proches, c'est alors il y a les pongidés, dont fait partie l'orang-outan, qui est là en voie de disparition à force de déforester les forêts d'Asie du Sud-Est et d'Indonésie pour y planter des palmiers à huile pour faire du Nutella, donc qui sont nos parents relativement proches, entre 10 et 15 millions d'années. Il y a les gorilles, dont la séparation entre les ancêtres, avec nos ancêtres communs, date d'il y a plus de 7 millions d'années. Il y a les panidés, donc, dans le nom latin pan, hein, qui comprend les chimpanzés et les bonobos, dont la séparation avec l'ancêtre commun a sans doute commencé il y a 7 millions d'années, mais avec sans doute une hybridation sur une assez longue période avant une séparation définitive. Et puis il y a le rameau des hominidés, qu'on date de 6 millions d'années à aujourd'hui. Qui a vu se développer plusieurs espèces et de manière assez interlocante, nous sommes la seule survivante. Voilà, donc ça veut dire que nous sommes une espèce qui a quand même éliminé ses frères et sœurs, entre guillemets, avant de dominer le monde. Donc on a donc des anciens cousins, aujourd'hui disparus, hein, les australopithèques, le fameux squelette Lucie, hein, qui vivait en Afrique de l'Est il y a 4 millions d'années, les paranthropes, jusqu'à il y a 2 millions d'années environ. On a retrouvé des fossiles d'hominidés relativement évolués, donc dans les 6-7 derniers millions d'années. Et puis, dans la lignée des hommes du genre Homo, hein, donc des hommes proprement dits,
pas des hommes modernes, mais des hommes. Il y a eu l'Homo habilis, donc qui vivait il y a environ 2 millions d'années, qui avait une capacité crânienne de 550 à 680 cm3. L'Homo erectus, qui commence à ressembler déjà un peu à nous, euh, de, voilà, de 1,7 à 0,5 millions d'années, avec une capacité crânienne de 1000 cm3. L'Homo ergaster, qui est un peu le nom qu'on lui donne en Afrique et en Europe du Sud. L'homme de Néandertal, dont on a beaucoup parlé, hein, qui vivait en Europe et en Afrique du Nord et en Asie de l'Est, qui a disparu il y a tout au plus 30-35 milliers d'années, hein, et qui avait une capacité crânienne de 1500 cm3. Et puis l'Homo sapiens, qui était d'abord une espèce africaine, puis qui s'est étendue en Afrique du Nord, puis sur toute l'Afrique, puis au Moyen-Orient, puis sur toute la Terre. Hein. Depuis, les migrations hors d'Afrique se sont étalées, il y en a eu plusieurs, entre 200 et 120 milliers d'années, et qui a une capacité crânienne en moyenne 1350 cm3. Donc ça, c'est nous. Hein. Et je précise qu'il n'y a pas, c'est une espèce, les autres ont disparu, et dans cette espèce, il n'y a pas de subdivision. Hein. Je le dis parce que on parle parfois de race de manière extrêmement abusive. Alors c'est un terme qui n'a pas d'assise scientifique. Hein. C'est un terme du langage courant, mais il n'y a pas de subdivision euh, qu'on puisse mettre en évidence de manière sérieuse dans l'espèce humaine. Voilà. Et donc l'espèce humaine a mis au point, dans cette fourchette de temps dont je vous parlais, hein, qui est en gros entre 150 et 50 milliers d'années, c'est cette faculté de communiquer, qu'on appelle les langues, hein, puisqu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas s'il y en avait une ou plusieurs dès l'origine, hein, peu importe. Enfin, ça fait peu importe, c'est pas vrai. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de résoudre cette question amusante, mais peu importe pour la nature du phénomène, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les langues sont des objets culturels, parce qu'on se transmet un capital de mots, de règles de grammaire qui permettent d'ordonner les mots entre eux pour parler de tout et de n'importe quoi. Et donc le fait que ce soit des objets culturels, ça veut dire que par nature, elles ont certaines propriétés. D'abord, culturelles, ça veut dire que ça ne se transmet pas génétiquement. Donc si vos parents vous mettent au monde quelque part et que vous êtes transporté dans une autre communauté à l'autre bout du monde, vous n'allez pas parler la langue de vos parents, hein, vous allez parler la langue de la communauté au sein de laquelle vous grandissez. Hein, c'est défini par la transmission avec des gens avec lesquels vous évoluez. Et puisque c'est culturel, ça peut évoluer au fil des générations. Hein, c'est-à-dire que on ne parle pas français comme on parlait latin il y a 2000 ans, puisque comme tout phénomène culturel, en se transmettant, ça peut se transformer. Voilà. Et donc ces langues humaines, elles ont quelque chose d'extraordinaire qui les rend vraiment très particulières par rapport à tous les autres modes de communication animale. Pas forcément particulières en termes de rupture d'innovation qualitative, mais en termes quantitatifs. C'est-à-dire il y a des embryons de ces propriétés-là dans certaines espèces, mais vraiment il n'y a que chez l'être humain que ça a été développé de manière fulgurante et complète. Ces propriétés, c'est que ça permet d'articuler des contenus, c'est-à-dire que quand on dit un mot en français ou en anglais ou dans n'importe quelle autre langue humaine, c'est pas juste le bruit qui est intéressant, c'est que le fait que ce bruit qu'on fait avec la bouche permet de faire référence à autre chose. Hein. Si je vous parle de la chasse au mammouth, il se crée une image dans votre tête. Donc voilà, les mots que j'utilise, c'est pas juste du bruit que je fais avec ma bouche, c'est quelque chose qui permet d'articuler des contenus, c'est-à-dire d'évoquer des images dans la tête. J'évoque des images dans ma tête quand je les fais, ces bruits, et puis ça évoque des images dans la tête de ceux qui entendent. Et donc non seulement il y a cette propriété de sémanticité, d'avoir du sens, hein, donc de véhiculer des contenus, mais en plus ça permet d'articuler ces contenus entre eux. C'est-à-dire que je peux vous parler de mammouth blanc ou de mammouth brun. Et voilà, j'utilise deux choses qui ont du contenu et puis je peux les recombiner. Puis j'ai pris un exemple juste avec 2 mots, mais je peux le faire avec une quantité infinie de combinaisons, hein, enfin quasi infinie. La théorie de Chomsky, c'est qu'il y a une capacité de combiner les sens qui est virtuellement infinie. Et évidemment, en pratique, elle n'est pas infinie, puisque on ne passe pas notre vie entière de notre naissance à notre mort à parler. Hein.
à faire une seule phrase, mais et qu'on n'a probablement pas assez de mémoire à court terme pour retenir un ensemble de propositions relatives imbriquées si on en fait 1000 enchâssés les unes dans les autres. Mais en tout cas, on a cette capacité de manière presque illimitée à combiner des sens qui nous permettent de parler de n'importe quoi. C'est-à-dire que je vous ai parlé de mammouth, c'est un truc qu'on n'a jamais vu ni vous ni moi, mais on peut en parler. Et puis je peux vous parler de djinns et de fées et d'anges et de Père Noël et voilà. Donc on peut parler de choses qui sont virtuellement illimitées, non pas seulement en quantité, mais dans le domaine de l'imagination, dans le domaine du contenu. Ça veut dire que ces langues humaines, elles ont cette propriété extraordinaire de nous permettre de sortir de ce qui est l'horizon d'immédiateté qui est la plupart des qui délimite la plupart des modes de communication animaux, qui est ce qu'on peut voir autour de nous, hein, le présent, le présent et le réel. Moi et toi, ici, maintenant. Hein. Et donc, avec les langues humaines, on peut parler pas seulement de moi et toi, mais on peut parler de lui là-bas, ou de ma grand-mère qui est morte il y a 20 ans, ou on peut parler de personnages, des habitants d'une île à l'autre bout du monde, ou on peut parler de personnages imaginaires, donc on peut parler d'êtres, de choses, d'événements absents. Et du coup, on peut parler aussi du passé, on peut parler du futur, on peut parler de choses hypothétiques, on peut parler du contrefactuel, c'est-à-dire imaginer qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été autrement. Hein. Et puis on peut agir les uns sur les autres. On ne se sert pas juste pour décrire le monde, mais on se sert de la langue pour former des souhaits, donner des ordres, exprimer des sentiments. Et puis on peut s'en servir pour aussi, du même coup, pour mentir, pour convaincre, pour tromper. Hein. Donc, en bref, on peut s'en servir pour construire des récits avec un horizon quasiment infini. Et c'est là à la fois notre grande force, parce que vous avez vu, c'est ce qui nous permet de nous adapter à n'importe quel coin du monde et de concevoir des sphères de, de récits technologiques ou mythologiques ou idéologiques qui débordent complètement la réalité. Hein. Et c'est ce qui fait un peu aussi notre faiblesse de nos jours, puisque si on est coincé dans des récits qui nous conduisent à démolir le monde, il faut trouver des moyens d'en sortir. Voilà. Et je vous recommande vivement de regarder l'exposé de Yuval Harari sur ce qui fait que les humains dominent le monde par l'intermédiaire de leur capacité à construire des récits.